KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Il s'occupait principalement de civiliser Houxem, mais il s'était promis de faire connaître à quelques personnes choisies l'association pieuse pour la conversion des infidèles sujets de la France. Cette affaire devait le conduire en Champagne et en Lorraine. Il confia son projet au général Lapérine, chez lequel il s'était rendu en quittant Barbiret et dont Houxem et lui étaient devenus les hôtes. Lapérine, promu général depuis le 29 juin précédent, commandait à Lyon la 6e brigade de dragons. Heureux de revoir son ami de Foucault, il lui dit « Votre Touareg ne connaît que ces montagnes de la Hagar. Il faut lui montrer les Alpes et aller en Suisse. Je serai de la partie. » Il en fut si bien qu'on aperçoit sa fine silhouette dans le coin de plusieurs photographies qui représentent Houxem épanoui d'admiration devant la mer de glace, ou escaladant les roches de je ne sais quelle aiguille du Mont Blanc. Les voyageurs passaient à Chamonix le 3 août, le 4 à Lucerne, le 6 à Belfort. Après l'excursion en Suisse, il y eut une seconde halte à Barbiret, la plus longue. Elle dura 15 jours. Le jeune Touareg, partout promené, partout gâté, s'apprivoisait. Quand il eut quitté la Bourgogne et repris le chemin de Paris, il reçut d'un ami du père de Foucault un cadeau dont il fut ravi, un fusil de chasse. Aussitôt, il fallut chasser et faire parler la poudre, et cette lettre fut envoyée à l'un des fils de Monsieur de Blic. Elle était écrite en Tifinagh et traduite par l'oncle Charles. Ceci, c'est moi, Houxem, qui dit « Je salue Édouard beaucoup, je t'aime beaucoup, j'ai le temps long après toi, j'ai tué une perdrix, un lièvre et un écureuil, je t'embrasse. » Quelques autres visites, notamment une en Berry, occupèrent les dernières semaines. Le 25 septembre, le père de Foucault, descendant vers Marseille, s'arrêtait à Viviers, passait la journée près de son cher évêque Monseigneur Bonnet, qui autorisait dans le diocèse la petite œuvre, la confrérie, et l'encourageait par une lettre. 3 jours plus tard, les voyageurs, achevant un voyage de 3 mois et demi en France, s'embarquaient pour regagner l'Afrique, et Charles de Foucault écrivait à sa sœur « À moins de circonstances exceptionnelles, un missionnaire ne passe pas un si long temps chez les siens à se reposer. Le bon Dieu a fait naître par le voyage d'Houxem cette circonstance exceptionnelle. Je l'en remercie de tout mon cœur. Toi aussi, je te remercie, ainsi que Raymond et tes enfants, des 12 semaines que vous m'avez fait passer et de votre extrême bonté pour Houxem. Bonté qui fait tant de bien à son âme, je me rends compte que sa joie de retrouver les siens est très tempérée par le chagrin de quitter ceux qui l'ont si bien reçu en France. L'apostolat par la bonté est le meilleur de tous. Ces vacances, les seules que frère Charles se croit crut en devoir de prendre dans le cours de sa vie chrétienne, lui ont permis de revoir à loisir presque toutes les personnes de sa famille ou de son intimité. C'étaient les adieux, peut-être l'a-t-il pensé. À plusieurs d'entre elles, et aussi à quelques âmes pieuses, çà et là rencontrées et aussitôt reconnues, parentes éternelles que Dieu montre un instant, il a parlé de l'œuvre qu'il voulait tant développer, l'association qu'a bénie l'évêque de Viviers, et non seulement elles sont entrées dans l'esprit de cette charité supérieure, toujours prête à prier et à mériter pour toute misère nouvelle, mais il a semblé que certaines bonnes volontés seraient disposées à se dévouer autrement encore au salut de nos frères musulmans. Peut-être se trompe-t-il de date, il croit que dans un temps prochain, quelques laïcs se feront missionnaires à la Priscille, comme il disait, et viendront en Afrique préparer par l'exemple, par les soins donnés aux malades et aux pauvres, l'évangélisation des Berbères et des Arabes, qui est le grand devoir de la France. Alors il compose une note très curieuse qu'il envoie à l'une de ses parentes et qui porte ce titre « Que faut-il à une Française pour faire du bien chez les Touaregs ?» Il faut, premièrement,
la volonté de passer chez eux assez longtemps pour savoir leur langue, qui n'est pas difficile, et être connu d'eux, car on ne fait du bien qu'une fois qu'on connaît et qu'on est connu. Deuxièmement, beaucoup de patience et de douceur. Les Touaregs manquent de nuances, ne savent pas la qualité des personnes et passent vite de l'extrême sauvagerie à l'excessive familiarité. Troisièmement, des connaissances élémentaires de médecine, surtout en ce qui concerne les maladies des jeunes femmes et des petits-enfants, de manière à pouvoir soigner les malades sans médecin et sans pharmacie. Quatrièmement, savoir vacciner et avoir ce qu'il faut pour vacciner. Cinquièmement, être capable d'élever des enfants que leur mère abandonne dès leur naissance. Sixièmement, pouvoir donner des notions très élémentaires d'hygiène. Septièmement, savoir un peu laver par les moyens les plus simples, un peu repasser, mais non pas amidonner, faire un peu de cuisine afin de l'enseigner. Huitièmement, être capable et pour soi et pour enseigner par l'exemple de donner les ordres nécessaires à l'installation d'un jardin potager, d'un poulailler, d'une étable contenant quelques chèvres. Les chèvres abondent dans le pays, mais on ne sait pas les nourrir de luzerne ou d'herbe du jardin. Il y a des poules, mais de trop petite espèce, et on ne sait pas les abriter des oiseaux de proie par des grillages. On cultive quelques légumes, mais sans le soin nécessaire. Aussi, en récolte-t-on peu, tandis qu'avec la terre et le climat de l'Aagar, on pourrait avoir presque tous les légumes et fruits de France d'aussi bonne qualité qu'à Alger. Il serait bon, mais ceci n'est pas indispensable, de savoir quand et comment on tond les brebis et les chèvres, comment on file leur laine et leur poil, comment on fait des tissus communs avec la laine et le poil ainsi filés. Quelques jours passés avec les sœurs blanches de Lagouat ou de Gardaïa suffiraient pour l'apprendre. Emmener avec soi une femme indigène, experte dans ses travaux, ayant l'habitude de les faire chez les sœurs blanches et d'âge mûr, serait une excellente chose. Les Touaregs ont beaucoup de chèvres et de brebis, mais ils ne les tondent pas, et laissent leur poil et leur laine se perdre, nul d'entre eux ne sait tisser. Il serait bon aussi de savoir le tricot, le crochet, pour pouvoir au besoin les apprendre aux femmes. Celles-ci cousent très bien, préparent très bien les peaux et font, avec beaucoup d'habileté et de délicatesse, une foule d'ouvrages en peau. Elles regardent comme un digne d'elles de filer, tisser, tricoter, etc. Conservatrices à l'excès, elles sont on ne peut plus récalcitrantes devant tout travail nouveau. Nota bene, une des choses qui serait le plus à enseigner aux femmes touaregs, c'est la propreté personnelle. Elles ne se lavent jamais, ne lavent guère plus souvent leurs vêtements, se couvrent les cheveux de beurre, n'ont pas de puce, car la puce n'existe pas dans le pays, mais ont en abondance d'autres parasites. Elles disent que cela les rend malades de se laver. C'est un peu vrai pour elles qui ne se lavent qu'en plein air sans s'essuyer. Il faudrait leur apprendre l'usage de la serviette et celui de faire sa toilette à l'abri. Une Française au pays Touareg fera bien d'avoir une bonne provision de savon de Marseille et des serviettes très communes pour en donner aux femmes. Les Touaregs sont gais et enfants. Si on veut vite les connaître et être connu d'eux, il faut les attirer. Un gramophone sans grands airs, mais avec des airs et des chants d'allure vive et gaie, des éclats de rire, des cris d'animaux, des airs de danse, etc., est un moyen de les faire venir. Il en est de même des images. Rien ne vaut comme image les photographies qu'on regarde au stéréoscope, non les photographies de monuments dits de paysages, mais celles de personnes, d'animaux, de scènes animées. Les photographies qu'ils aiment le mieux sont celles de leurs propres compatriotes prises dans leur pays. Emporter un vérascope, faire beaucoup de photographies de groupes touaregs, les montrer, attire de nombreuses visites. Une collection de cartes postales représentant des personnes et des animaux coloriés est aussi une bonne chose. Il ne manque pas de femmes qui viennent demander un remède qui noircisse les quelques cheveux blancs qui commencent à paraître sur leur tête. Des flacons de teinture noire jet entreraient avec avantage dans l'approvisionnement de pharmacie. Ce serait une charité et le moyen d'avoir des amis fidèles. Plusieurs milliers d'aiguilles à coudre de toutes dimensions, très fines pour les jeunes, plus ou moins grosses pour les mûres et les vieilles,
et 1 ou 2 milliers d'épingles de sûreté par an pour donner aux femmes sont des choses utiles à avoir. Il n'y a pas à établir d'hôpital, mais un simple dispensaire avec un local pour élever les enfants abandonnés dès leur naissance et un tour avec sonnette pour les recevoir discrètement. Le voyage du retour dut être fait à petite allure pour 2 causes. L'extrême chaleur que les voyageurs rencontrèrent dès qu'ils eurent quitté le bord de la mer, puis l'état de maigreur des chameaux de selle et de bât qui, pendant l'absence, avaient été peu soignés, si bien que le départ de Maison Carrée, ayant eu lieu à la fin de septembre, le père et son compagnon n'arrivèrent en vue de l'Ermitage que le 22 novembre. Ils étaient passés par Timimoun sur la demande d'Ouxem. Frère Charles, qui n'avait pas revu l'oasis depuis 7 ans, fut stupéfait des progrès accomplis. Grand accroissement de commerce avec le nord et le sud, accroissement de l'industrie indigène des tissus de laine, mise en main et apprivoisement de la population, accroissement et embellissement des constructions, infirmerie indigène bien tenue, école tenue par un instituteur français, aidé d'un moniteur arabe, l'école a environ 80 élèves. Le 22 novembre, on entra avant l'aube dans la vallée de Tamanrasset. Je tenais à arriver avant le jour, explique le père à monsieur de Blic, pour descendre de chameau tranquillement, sans concours de monde, et pour avoir toute la journée pour mettre un peu d'ordre dans mon ermitage inhabité depuis 7 mois. Ouxem n'a pas été malade ni triste 1 minute pendant toute la route, et il n'a cessé d'être aussi gentil que possible. Il a trouvé ici tous les siens très bien portants, que de fois il m'a parlé de vous, de Marie, de vos fils, de Barbiret et de sa belle verdure. Il a pris goût au français et fait beaucoup d'efforts pour ne pas oublier ce qu'il en sait. Il en apprend quelques mots à certains de ses parents qui s'extasient en l'entendant me parler ma langue. Et il va, j'espère, commencer à donner des leçons de tricot et de crochet. Il est en train de recruter des élèves. Ce voyage a eu un effet que je sens dès ses premiers jours, c'est d'augmenter la confiance qu'on a en moi et par suite en tous les Français. Une autre lettre datée de quelques jours plus tard disait « Le pauvre Ouxem n'a passé ici que 20 jours, il vient de repartir pour 6 mois, il va à 1000 kilomètres d'ici, du côté de Taoua, en plein Soudan, surveiller les pâturages des chameaux de la famille. » Pendant sa première année de mariage, il aura passé 40 jours avec sa femme. Quand son âme viendra-t-elle tout à fait ? Lui, son père, son beau-père, sa mère, d'autres encore, sont des âmes de bonne volonté. Mais cesser de croire ce qu'on a toujours cru, ce qu'on a toujours vu croire autour de soi, ce que croit tout ce qu'on a aimé et respecté, est difficile. Dans les premiers mois de 1914, les visites du père et des sœurs d'Ouxem sont presque quotidiennes. Et dans une lettre au duc de Fitz-James, frère Charles annonce qu'à Tamanrasset, depuis son retour, il a vu 4 fois des Français, officiers ou sous-officiers. Le passage des officiers, dans la gare tranquille et moins résistant aux prévenances des civilisés, était une joie pour le père de Foucault. Celui-ci en faisait une occasion de fête pour les indigènes et pour ses visiteurs. Nulle part il n'a raconté les séances récréatives qui se tenaient non pas autour de l'Ermitage, mais quelque peu à l'est, devant la porte de la maison des hôtes. Les jeunes officiers, heureusement, notaient souvent leurs impressions et j'ai eu communication de 2 carnets de route. Le 20 janvier 1914, le commandant Meignier, le docteur Vermal, aide-major, monsieur Lefranc, rédacteur au Temps, étaient arrivés à Tamanrasset où ils passèrent 3 jours. Le grand intérêt de Tamanrasset, dit le docteur Vermal, est la présence du père de Foucault. Nous avons pris le thé hier soir à son ermitage et il prend tous ses repas avec nous. Il a une tête admirable d'intelligence, il a acquis par sa bonté, sa sainteté et sa science une grande renommée parmi la population. Je me promets de passer près de lui des jours intéressants. J'ai dû interrompre ma conversation écrite pour assister au déjeuner avec le père de Foucault, puis à la grande fête aux réjouissances données en notre honneur. Elles ont un cachet tout particulier, à cause de la présence des femmes de la tribu des Dag Rali, qui se trouve actuellement à proximité de Tamanrasset.
Dans notre zériba, elles se sont accroupies, vêtues de leurs plus beaux atours, grandes, beaucoup jolies. Parmi elles trônait la célèbre Dacine, femme d'Aflan, renommée autrefois pour sa beauté et ayant conservé de sa splendeur de jeunesse de très beaux yeux, beaucoup d'esprit et de distinction. On leur a fait une distribution de cadeaux, puis séance de phonographes au succès prodigieux. Les chants d'hommes les ont un peu offusqués, mais beaucoup intéressés car le Touareg ne chante jamais devant les femmes. Puis on a fait une grande loterie de poupées, tandis qu'au dehors, les Noirs se livraient à des danses effrénées. Cela a duré 3 heures. Le second témoignage dont je puis faire état est celui d'un lieutenant que j'ai eu le plaisir de voir à Alger. Le détachement commandé par le capitaine de Saint-Léger et par ce lieutenant et chargé d'une mission au Hogar en juin 1914 se composait, outre les officiers, de 10 méharistes de la compagnie saharienne du Tidikelt et d'un guide dont j'ai déjà parlé, collaborateur du père de Foucault et ami des Français, Mamed Ben Messis. Parti d'Insalah le 13 juin, il entrait le 1er juillet au matin sur le haut plateau de Tamanrasset. À quelques kilomètres du village, nous avons fait une petite halte pour faire notre toilette. C'est que nous allons faire notre entrée dans la capitale du Hagar, où se trouve la résidence de l'aménokal Moussa Agamastan, où se trouvent aussi de nombreux Touaregs nobles et où se trouve surtout un des plus grands propagateurs de l'influence française au Sahara, celui qui, par son exemple et par la persuasion, a su contribuer dans une large mesure à rallier à notre cause le peuple touareg, réputé jusqu'à ce jour comme étant le plus inaccessible à toute idée de civilisation. Cet homme, savant autant que modeste, qui n'a pas craint de s'exiler au centre du Sahara à une époque orageuse, c'est le père de Foucault. Au premier abord, Tamanrasset paraît plus important que les autres centres déjà visités. On ne voit presque plus de zéribas, elles ont disparu pour faire place à de nombreuses maisons faites en toubes, comme celles qu'on construit dans les Ksours du Tidikelt. Ces constructions donnent à Tamanrasset l'aspect d'un petit village agricole, d'un centre producteur assez important. Quelques-unes de ces maisons ont même une forme européenne avec terrasses et galeries agrémentées. La plus jolie est certainement celle de l'aménokal Moussa Agamastan qui a installé sa résidence à Tamanrasset et qui y possède même un jardin très bien cultivé. Cette maison, que nous avons visitée sur l'invitation de Hakamouk, le Kodja de Moussa, est située un peu à l'écart. Elle sert de point d'appui à d'autres petits bâtiments dans lesquels habitent les familiers de Moussa, nobles Touaregs des Kelrela, et en particulier la célèbre Dacine, cousine de Moussa, réputée jadis pour la plus belle femme du Hagar. C'est grâce au révérend père de Foucault que Tamanrasset est dans une situation relativement florissante. Ce sont ses conseils et son exemple qui ont amené de nombreux Touaregs à travailler la terre généreuse qui les fait vivre. Parmi eux, les Dag Rali et leur chef Ouksem se sont intéressés tout particulièrement aux travaux agricoles et leur persévérance porte aujourd'hui ses fruits. Les Dag Rali étaient une tribu essentiellement nomade. Imrad des Kelrela, noble Touareg, elle avait été décimée au moment du combat de Tit en 1902. Elle commence à se relever. Les jeunes garçons sont devenus des hommes qui, sous l'énergique impulsion de leur chef Ouksem, ont renoncé presque entièrement à la vie nomade, aux longues randonnées stériles dans le désert, pour devenir des agriculteurs. Pendant le séjour du capitaine de Saint-Léger et de l'autre lieutenant à Tamanrasset, il y eut devant la maison des hôtes une assemblée des notables. Sur le banc de pierre placé le long du mur et qui regarde l'Occident, le capitaine s'était assis. Il y avait à sa droite le père de Foucault et à sa gauche le lieutenant. Devant lui, formant demi-cercle, se tenait l'aménokal Moussa Agamastan, son Kodja Hakamouk, le guide et interprète Ben Messis, la poétesse Dacine, et bon nombre d'hommes et de femmes dont les tentes faisaient des taupinières brunes dans la plaine rocailleuse et brûlée. Quel amusement pensez-vous que leur offrit le père de Foucault, leur vieil ami ? Une lecture des fables de La Fontaine. Il avait remis un exemplaire illustré des fables au capitaine qui présidait la réunion. Monsieur de Saint-Léger commençait par traduire les vers en arabe, et il les commentait.
Ben Messis traduisait l'arabe en touareg et il n'avait pas fini de parler que des éclats de rire s'élevaient de partout. Des conversations s'engageaient entre les assistants. Ceux qui avaient le mieux compris expliquaient aux autres le lion et le rat, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, la laitière et le pot au lait. On s'approchait de l'officier qui avait le volume sur les genoux afin de voir les images. Après que La Fontaine, artiste entre les artistes et qui écrit pour les plus simples et les plus raffinés des hommes, eut ainsi diverti l'assemblée des nomades du Hogar, il y eut, comme à Paris, 1 heure de musique. Jours de fête auxquels succédaient les jours ordinaires, ceux du travail excessif. On peut juger de l'ardeur non diminuée de l'érudit et de la piété du moine par ces simples lignes que j'extrais du Dière. 8 mai 1914. Commençait la mise au net du dictionnaire Touareg français complet. Même date. Par permission reçue, placez ce soir la Sainte Réserve dans le tabernacle. 31 juillet. Ce soir, j'en suis à la page 385 du dictionnaire. 31 août. J'en suis à la page 550. Tout à coup, la grande nouvelle arrive au Hogar, la guerre est déclarée entre l'Allemagne et la France. Le Dière porte la preuve matérielle de l'émotion qu'elle cause, plus que des notes en style télégraphique. J'en transcris quelques-unes qui disent les premières dispositions prises par les jeunes officiers représentant la France au Sahara et l'immédiate agression contre les indigènes ralliés à notre cause. 3 septembre, à 5 heures du matin, reçoit courrier rapide de Fort Motylinski, m'apprenant que l'Allemagne a déclaré la guerre à la France, envahi la Belgique, attaqué Liège. Monsieur de la Roche, commandant le poste, part le 4 ou le 5 pour l'Adrar avec tout son groupe. Il donne l'ordre à Afegag de rassembler un goum et à Moussa de venir avec 20 hommes au moins dans l'Ahagar. Vu Afegag, il donne l'ordre à Di Dagrali, Di Iklam, Di Agouentabli, Di Haït Lohen, Di Keltazoulet de se rassembler sur le champ. De sa personne, il part ce soir pour Motylinski, où il sera demain matin. 7 septembre, Monsieur de la Roche et le brigadier Garnier arrivent à 9 heures du matin. Monsieur de la Roche partira demain matin pour Adrar. 9 septembre, reçu 1500 cartouches 1874 pour Moussa. 10 septembre, courrier d'Insala, lettres de Saint-Léger et nouvelles officielles. J'en prends connaissance et envoie sur le champ au fort Motylinski. 11 septembre, reçu courrier à midi. Capitaine de Saint-Léger ordonne à Monsieur de la Roche rester à Agar avec tout le groupe. J'envoie par exprès rapide porter cet ordre. Mauvaise nouvelle, nous reculons sur toute la frontière devant force supérieure. Ne pouvons secourir la Belgique, les Allemands occupent Bruxelles. 24 septembre, reçu nouvelle du 11 septembre, Insala et du 3 de Paris. Toujours on recule, le gouvernement siège à Bordeaux. 30 septembre, ce soir, page 700 du dictionnaire. 12 octobre, victoire. Une grande victoire qui paraît décisive. Les Allemands avaient repoussé notre armée du nord jusque sur la Marne, au-delà de la Marne même. Alors a eu lieu du 8 au 12 septembre sur tout le cours de la Marne une bataille générale qui a duré 5 jours. 4 jours plus tard, une lettre de Moussa, écrite de Tinzaouten et apportée par Méhariste, apprenait qu'il avait failli être enlevé par un parti d'Ouled-Gérir qui entourait leur camp de branches épineuses et tirait des balles en cuivre rouge. Prévenue par la sœur du courrier, échappée de leurs mains, la Ménocale était partie dans la nuit vers les plus proches campements qu'elle à Agar. Il n'avait que 6 hommes avec lui. Il en a laissé 2 en arrière-garde et en a envoyé un en avant pour dire à ses hommes de venir à sa rencontre. Ainsi, il a été sauvé. Eux, les dissidents, ils sont entrés à Tinzaouten, ont razzié 400 chameaux, fait 10 prisonniers, puis se sont éloignés. Mais vers le milieu de décembre, Moussa se met à leur poursuite.
Il les rejoint, il les attaque à 20 contre 20, en deçà de Bir-Zemil, leur tue 7 hommes, enlève tous les chameaux de prise, tous les méharis également, et laisse ses ennemis mourir de soif dans le désert. L'attentat contre Moussa n'était que l'annonce d'événements plus graves et d'attaques plus directes. Des bandes armées, recrutées en Tripolitaine, essaieraient sans doute bientôt de pénétrer dans nos territoires. Des émissaires seraient lancés à travers le Sahara, prêchant contre nous la guerre sainte, et aucune de nos tribus ralliées ne resterait fidèle sans avoir été tentée. Dès le premier jour, Charles de Foucauld l'a prévu. Que va-t-il faire ? Va-t-il se renfermer dans le poste fortifié de Motylinski comme on le lui offre ? Pas un instant il n'en accepte la pensée. Le devoir présent est de ne changer ni de lieu ni de manière de vivre. Il est de sourire à tous, de donner à tous comme hier, et de souffrir une grande douleur sans que personne le puisse voir. Les Touaregs ignorent de l'Allemagne jusqu'au nom. Vous sentez qu'il m'en coûte d'être si loin de nos soldats et de la frontière, mais mon devoir est avec évidence de rester ici pour aider à y tenir la population dans le calme. Je ne quitterai pas Tamanrasset jusqu'à la paix. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucauld de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.